Christophe, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette rencontre dans laquelle on va essayer ensemble de réfléchir sur les enjeux que l'on a de nos enfants face à Internet. Alors évidemment, c'est un sujet, c'est pas la première fois qu'on l'aborde. Et ce soir, donc, on va essayer de traiter à deux voix. Donc j'ai à ma gauche celle qui va intervenir en premier lieu, Stéphanie Castel, qui est psychotraumaticienne, qui est quelqu'un qui s'est occupé beaucoup de problématiques d'enfance en danger en Israël, à Tel Aviv plus particulièrement, qui est docteur en psychologie, qui collabore avec nous aussi dans le cadre de la maison de la famille et surtout de la structure Lève ta voix, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la prévention et à l'aide aux enfants victimes d'abus sexuels dans la communauté. Et évidemment, elle est confrontée, elle aussi, à tout ce qui tourne autour de cet univers d'Internet et tout ce que cela peut avoir comme incidence. Et sans tarder, je vais lui laisser la parole. Et puis par la suite, je la reprendrai moi aussi, puisqu'on va faire une intervention en deux temps. Et on passera évidemment par la suite à vos questions. Donc, on va immédiatement... Est-ce que ça ne vous dérange pas juste d'éteindre? Voilà, oui. Voilà, ça serait une bonne chose. Merci. Stéphanie, beaucoup. Merci à tous et à toutes d'être présents et présentes. Je suis Stéphanie, je commence toujours avec une petite présentation d'excuses, présenter mes excuses car le français c'est pas ma langue maternelle, donc si je fais des fautes, je suis pas bête, je vous promets, c'est juste que l'hébreu c'est ma langue. Et je vous remercie pour ce moment-là dédié à un sujet important qu'on appelle la rue à la maison. On a cette tendance à voir Internet comme une sphère de plus qui est entrée dans notre vie il y a environ 20 ans. On n'a pas forcément grandi, à part peut-être les deux derniers au fond là-bas, on n'a pas forcément grandi avec ça dans la main. Pourtant, rien qu'en observant ici, sur les 14 personnes présentes, il y en avait 9 qui avaient ça dans la main. Aujourd'hui, c'est très présent, peut-être un peu trop présent. Et il y a des enjeux parce que c'est un outil merveilleux de communication. Et de façon assez ironique aussi, c'est un outil qui a brisé quelque chose aussi dans la communication entre les personnes. Car aujourd'hui, quand on a un enfant, qu'on sort dans la rue avec cet enfant, on lui apprend à ne pas courir, on lui apprend à faire attention, on lui apprend que la rue peut être dangereuse, donc ne pas s'éloigner trop de papa, de maman, mais on ne réalise pas que très souvent on fait entrer la rue à la maison. Et qu'est-ce que je veux dire par ça? Aujourd'hui, vu les connexions, même les jeux vidéo, même les petits réseaux faits pour enfants, ils sont connectés. C'est-à-dire aujourd'hui, mon enfant, il joue sur la PlayStation, il joue sur un jeu sur la tablette, tout simple, il n'y a pas un chat, il y a presque toujours un moyen de communiquer avec votre enfant. On a vu des histoires dramatiques durant le confinement où des enfants ont uniquement tapé sur un lien pour ensuite tomber sur ce qui s'avère être un réseau de pédocriminels qui a entraîné toute la classe dans ce réseau-là. Ça part très très vite, vu la naïveté des enfants, vu le manque de compréhension, le manque de possibilité ou de pouvoir de faire face et de quels sont les outils qui existent et on n'a pas pour affronter des manipulations d'adultes, et car ça a été terriblement banalisé par nous tous et nous toutes. On ne voit pas forcément les dangers. Je fais peur, je sais, c'est un peu l'idée de donner un petit coup de choc, de dire que cet outil-là, il est merveilleux, mais aussi il laisse accès à n'importe qui chez vous, à l'intérieur de votre maison. Quand on était petite et petit, si on se faisait harceler à l'école, on rentrait de l'école à la maison, c'était un havre de paix. Là, ça s'arrêtait. Aujourd'hui, ça ne s'arrête pas. Si j'ai un téléphone, si je suis sur les réseaux, l'harcèlement peut continuer et continue, même quand je suis dans la salle de bain, même quand j'ai les parents juste à côté de moi. On a cette tendance
très souvent aussi de voir ça comme un bon babysitter. Et peut-être que vous allez en parler un peu plus tard. Il y a des éléments qui nous facilitent aussi la parentalité. Ça occupe l'enfant, mais à quel prix? Quelles sont les stratégies qu'on devrait mettre en place pour déjà apprendre à notre enfant d'identifier un danger, mais il ou elle ne saura pas toujours identifier ce danger-là. Et quels sont les outils qu'on se met, nous, à notre disposition pour réduire les risques. Réduire les risques, c'est réduire les risques d'une pénétration d'une personne malveillante à la maison ou sur les réseaux sociaux de notre enfant. Et deuxième axe de prévention, comment instaurer un climat de confiance au sein de la maison où si jamais mon enfant vit une certaine violence, est exposé à des contenus qui sont inadaptés, que mon enfant vienne m'en parler. Notre souci aujourd'hui, c'est la pornification de l'espace public. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour nous vendre le yaourt Activia, on voit une femme nue de profil qui prend une douche. Quel est le rapport entre une femme nue et un yaourt? On ne sait pas, mais on comprend qu'on veut nous associer ça à ça. Si tu manges le yaourt, tu vas être aussi belle que la femme à la télévision. Et on est à un stade où on ne remet plus ça en question. Et les enfants, quand j'interviens avec les ados, par exemple, je leur dis, voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Ils disent, bon, c'est une pub. Mais ça, c'est la pornification. Et ils me regardent très bizarrement parce que c'est pas ça le porno. Ils sont exposés aujourd'hui à des contenus de plus en plus violents, même sans initier, même sans avoir la volonté d'être exposés à ce type de contenu. On en parlait aujourd'hui avec Rav, on disait quand on était jeune, il fallait initier le contact avec le contenu pornographique. C'est-à-dire, on piquait les magazines qu'on retrouvait, comme ça, on regardait en cachette. C'est le frère du frère de la voisine qui nous a trouvé les magazines. Fallait aller au magasin, en Israël en tout cas, en cachette pour retrouver des films. Fallait initier ce contact. Et quand il y avait un contenu pornographique, c'était la banalité, vous vous souvenez ? Une femme qui attend le plombier ou le pizzaman. Il se passait quelque chose, il y avait un dialogue complètement débile. On s'en moquait. Et il y avait l'acte sexuel plus tard qui était un peu en zoom out. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a rien du tout. Même ce dialogue tout à fait naze n'existe plus. Aujourd'hui, on les rajoute sur des groupes. Par exemple, sur Insta, les un peu plus âgés, les 14, 15, 16 ans, connaissent tous les groupes de Russes. Je ne sais pas pourquoi, des groupes russes, on les rajoute automatiquement et où ils sont exposés continuellement à des contenus inadaptés, à des contenus de nude. Il y a 4 ans, dans une école à Paris, on parlait de groupes de Paris 1, Paris 2 et ainsi de suite. Et dans chaque Paris comme ça, on publiait des photos des femmes qui habitaient dans l'arrondissement avec leur adresse. Insta ne ferme pas forcément ces groupes, il y en a trop. Aujourd'hui, avec une recherche qu'il y a eu pendant le corona, on a remarqué qu'en 20 minutes du moment d'inscription sur TikTok, en écrivant uniquement danse, avec l'algorithme de TikTok, on finissait dans des contenus pornographiques de danse. Alors que TikTok a commencé au tout début comme une application pour enfants. Une application pour enfants auquel se sont introduits aussi les adultes. Et là, il y a eu un mélange qui ne va pas du tout, un espace adulte et enfant étranger. Et là, on a vu les dérives. On a vu des enfants qui commençaient à imiter les comportements d'adultes. On a vu d'autres choses bien plus dramatiques qui sont de l'ordre du proxénétisme d'enfants et d'ados. On le voit aussi sur Twitter, on le voit sur pas mal de réseaux. Amazon, je rappelle, a été attaqué il y a 2 ans, il me semble, pour vente d'enfants. Donc sur cette plateforme-là, on vendait des enfants. Twitter, pour la même histoire, proxénète d'ados. Donc, pourtant, on se dit Twitter, on dit qui n'achète pas aujourd'hui sur Amazon, c'est très banalisé.
mais regardez les dérives. Parce qu'on ramène la rue. C'est la rue numérique qu'on ramène chez nous. Donc à nous d'apprendre aussi comment identifier, comment se résensibiliser à des contenus qui ne sont pas adaptés. Alors qu'on s'est complètement habitué à ça. On parlait tout à l'heure sur Squid Game. Dans mes interventions avec les ados, je fais ce jeu de 1, 2, 3 soleil pour parler des limites personnelles. Et à un moment donné, après Squid Game, apparemment sur Squid Game, il y a ce 1, 2, 3 soleil, ça a pris une tournure, une tournure assez violente. Je me suis retrouvée avec un outil qui ne me servait plus à rien. Donc les choses que nous trouvons très banales, auxquelles nous sommes très habitués, reprennent une autre dimension. On n'a pas le privilège qu'avaient nos parents d'attendre, de rien dire. Moi, mes parents, un jour, je suis rentrée de l'école, j'avais un livre qui me parlait de sexualité. Ils n'ont rien dit, il y avait juste ce livre, tiens, apprends. Il fallait rien dire, voilà. Aujourd'hui, on n'a plus ce privilège. Aujourd'hui, c'est vraiment un concours contre le temps, contre Internet qui va informer votre enfant. Et si ce n'est pas Internet, c'est le frère du pote qui, lui, est informé par Internet. C'est le cousin de la voisine qui, elle, est informée par Internet. Aujourd'hui, avec les ados, ils nous disent « Je sais que porno, c'est pas la réalité, pourtant c'est la seule chose que j'ai aujourd'hui pour comprendre un peu près ce que c'est la sexualité. » Maintenant, ça, c'est des enfants qui sont, et des ados qui sont déjà exposés à des contenus inadaptés, pas forcément de porno, mais continuellement de nudité où c'est tellement banalisé qu'arrivé à l'âge adulte, on a des jeunes avec des problèmes d'intimité. Car je suis désensibilisée à ça. Rien ne m'excite, mais excite mon cerveau aussi, au niveau même intellectuel. Quelle personne pourrait être attirante autant que ce qui se passe en porno quand un jeune, même un jeune adulte imite ce qu'il voit en pornographie, c'est de l'agression sexuelle. Quand un jeune ne pose pas les questions qu'on devrait poser à sa partenaire ou à son partenaire, là on est dans le contexte des violences sexuelles. Quand les jeunes sont désensibilisés parce qu'ils voient Squid Game, parce qu'ils regardent, je sais pas, tout ce qu'il y a. Il y a aussi des belles choses sur Netflix et on pourrait en parler, mais tous ces contenus-là qui sont pas du tout adaptés à leur cerveau, à leur capacité cognitive et sentimentale, ils vont imiter de manière inadaptée, ils vont infliger la violence sur l'autre et sur eux-mêmes aussi. Des enfants qui sont exposés à Internet, on voit des ramifications neurologiques aujourd'hui, on voit des changements neurologiques. Il n'y a aucune différence entre un enfant qui est exposé à une violence interfamiliale et un enfant qui regarde la pornographie. La pornographie aujourd'hui, elle est violente. L'enfant, comment l'interprète comme une forme de violence. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus des enfants aujourd'hui qui sont, j'ai mal à le dire, mais qui agressent sexuellement, qui violent même, sans savoir forcément ce qu'ils font. Ils savent que c'est une violence. Je peux affliger une violence en tapant sur la tête d'une personne, je peux lui affliger en faisant d'autres choses de l'ordre de l'intimité. Ça reste une violence et j'imite. Vous vouliez dire quelque chose ? Puisque nous n'avons pas ce privilège qu'avaient peut-être nos parents, mais en même temps, on a ce qu'on appelle en hébreu Dor Hamidbar, la génération du désert. La génération qui n'a pas forcément eu une éducation à la sexualité, n'a pas eu Internet à l'enfance, mais qui aujourd'hui se retrouve face à une réalité où elle ne peut pas se permettre de ne rien dire, où elle ne peut pas se permettre de garder le silence, ou de ne pas interpréter ou encoder les messages qui sont communiqués par la société, et qui se doit de continuellement protéger son enfant, y compris au sein de la maison. Et ça, c'est très compliqué. On n'a pas forcément grandi avec ça.
On sait que quand il y a des adultes qui commencent à pénétrer des réseaux sociaux, les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent. Facebook, aujourd'hui, c'est pour les vieux. N'est-ce pas? Il y avait une classe qui m'a demandé ce que c'était WhatsApp. J'avoue, je l'ai pris personnellement. C'était très violent pour moi. Mais vous allez voir des micro-générations, si vous avez des grandes fratries à la maison, entre celle et celui qui a 14-15 ans, celle qui a 17 ans et celui qui a 8 ans. C'est des réseaux différents, c'est des enjeux différents. TikTok était pour les 9-12 ans. Aujourd'hui, les collégiens, je sens qu'ils assument complètement TikTok, alors que l'année dernière encore, ils étaient très gênés. Non, je sais pas. Twitter, c'est pour voir comment la guerre se déroule entre les adultes. Bon, Facebook, on a dit c'était pour les parents, il n'y avait plus rien là-bas. Instagram et aidez-moi. Snap, on est sur du 15, 16, 17. Pourquoi c'est important de le savoir? Parce que les enjeux, les dangers sont différents d'une appli à une autre. Et il y aura des nouvelles applis bientôt. Si c'est pas TikTok, c'est autre chose. Après, il y a des mini-applis aussi pour certaines populations, pour certaines communautés, les communautés artistiques, la communauté des joueurs. C'est une communauté, il ne faut pas l'oublier. Et quand votre enfant qui a une tablette ici pour son enfant? Qui a un enfant avec une tablette? Si vous pouvez lever la main. Non, n'ayez pas honte. J'accuse. Non, mais pas. Un enfant, il y a un bas âge. Votre enfant qui est à l'école aujourd'hui, a-t-il accès à une tablette, à un téléphone, à un ordi? Oui. Il y a un ordi familial? Oui. L'ordi familial, il est placé où? Dans la chambre. Dans la chambre? Dans la vôtre. Donc l'enfant doit rentrer dans votre chambre pour avoir accès à l'ordi. Qui ici, s'il vous plaît, a levé la main, a son ordinateur, l'ordinateur familial, dans le salon, dans l'espace? Personne. Vous? Ouais. Ok. Donc ça aussi, c'est une question. On fait rentrer la rue, mais la rue, elle est dans une chambre, elle est dans une intimité où l'enfant peut s'isoler aussi. Ce sont des petites stratégies qu'on aimerait remettre en question pour voir comment on peut sécuriser l'utilisation de ces réseaux, l'utilisation d'Internet avec les enfants. Je peux vous promettre que très souvent les enfants ont dit « Je joue, il n'y a personne, il n'y a pas de chat, il n'y a rien du tout », il y aura un moyen de communiquer avec cet enfant de l'extérieur. Donc c'est à nous de, encore et encore, checker. Est-ce que fait notre enfant? Est-ce qu'il ou elle joue? Dans quoi il ou elle joue? Est-ce qu'il ou elle a un compte? Et pas un compte que je montre à papa et maman et j'ai un autre compte après. Mais vraiment checker avec votre enfant. Est-ce que quand vous avez donné ça à votre enfant, est-ce que vous le tiens pour tes 10 ans, pour tes 11 ans? Ou est-ce qu'il y a eu tout un contrat qui a été fait, un contrat de confiance entre l'enfant et ses parents, où on expliquait que ça, c'est une responsabilité. De la même manière qu'on leur explique qu'une voiture, c'est une responsabilité. On ne donne pas, tiens mon enfant, tu as eu ton permis, tiens les clés, allez vas-y. On leur explique, on a peur. On a raison d'avoir peur. La voiture, c'est merveilleux. C'est un outil de liberté. Mais on se rappelle aussi que ça peut être dangereux. Pourquoi on ne fait pas la même chose avec ça? Pourquoi on n'a pas un contrat vraiment signé? Ce téléphone, il appartient à qui? Est-ce qu'on télécharge uniquement les applications ensemble? Quelles sont les applications qu'on peut utiliser? Quelles sont les applications qu'on ne peut pas utiliser? Est-ce que maman, elle peut à tout moment regarder ce que tu fais? La liberté, elle existe, mais elle se gagne aussi à un certain âge. Je parle bien sûr des enfants. Un enfant, est-ce qu'il devrait communiquer avec n'importe qui? Je ne suis pas sûre. Il y a 1 an, en Israël, une jeune, pendant 3 semaines, discutait avec son grand-père. Mon amour, ma chérie, je t'aime, viens chez papy, viens chez ci. Il prend rendez-vous avec elle juste avant une réunion familiale et par un coup de chance, cette jeune fille dit à sa mère « Maman,
Je vais voir papy. Il me dit, mais comment tu vas le voir? On va le voir en réunion familiale. Et il s'avère que c'était un homme qui avait hacké le numéro du grand-père, qui avait entretenu pendant 3 semaines ses messages, c'est aller et vient avec sa petite fille, pour finalement la solliciter à venir chez lui. Donc on n'est jamais à l'abri. Je fais exprès de vous faire peur juste pour vous expliquer que c'est un outil de communication merveilleux, mais c'est un outil de communication aussi qui pourrait être dangereux, qui pourrait être fatalement dangereux. Et face aux nombreux messages véhiculés par la société qui normalisent les réseaux sociaux, qui normalisent les contenus, qui normalisent Netflix, qui est aussi une communauté, la communauté de Netflix. Allez sur Facebook, allez sur Insta, regardez, tapez Netflix, vous allez voir les communautés là-bas. Les échanges qui se passent autour des thématiques. Et les jeunes vont passer des heures là-dessus. Ils vont passer des heures à regarder YouTube, un homme qui explique comment ils jouent le jeu qu'eux-mêmes veulent jouer. Mais des heures ils peuvent passer à juste écouter quelqu'un jouer pendant qu'il joue. Et il suffit de taper sur un lien en bas de YouTube, un lien sur un autre réseau, pour tomber sur d'autres choses qui seraient inadaptées. Le souci, c'est qu'on ne maîtrise pas autant que les jeunes et les enfants ces espaces. Même si on pense maîtriser, on ne les maîtrise pas. Et je le répète chaque année, la phrase que l'ado m'avait dit, je pense qu'il y a 4-5 ans, il m'a dit « Nous sommes les citoyens des réseaux, les adultes, c'est les immigrés. » On vient, on immigre, eux, ils partent ailleurs, on ne comprend pas vraiment la langue, c'est les enfants et les ados qui nous expliquent, et donc ils nous expliquent comme ils veulent qu'on comprenne. Et effectivement, notre conduite, elle est une conduite d'émigrés. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe, montre-moi, et on ne maîtrise pas. Et c'est l'enfant ou l'ado qui nous fait la socialisation à ces réseaux-là. Ce qui pourrait être merveilleux en soi. Mais bon, est-ce qu'un enfant peut socialiser le parent? Je ne suis pas sûre. Est-ce que l'enfant a les outils de se protéger? Je suis certaine que non. On a des outils merveilleux aujourd'hui. Si je me trompe, Rav, la paracha cette semaine parlait de Dina. Oui, on va déjà. Voilà par exemple un outil merveilleux de comment évoquer les violences possibles. Certes, il n'y a pas dans la Torah réseau, il n'y a pas TikTok, il y a autre chose et il y a beaucoup de choses. Utilisez ces outils-là. Si vous êtes une famille qui parle de paracha, parlez de la paracha de Dina qui s'est faite agresser sexuellement et qui, la première chose qu'elle a faite, c'est d'en parler à son père, à sa mère, à ses frères. Utilisez ces outils pour apprendre à votre enfant que chez nous à la maison, on peut parler de tout. Essayez d'instaurer un climat de confiance. Tous les sentiments sont autorisés. Papa, maman ne seraient pas en colère contre toi si tu racontes quelque chose qui t'a fait mal. Peu importe ce que tu racontes, on ne sera pas en colère, on en parlera. On n'aime pas les secrets. Travaillez sur les secrets avec votre enfant. Ado, il y aura des secrets. Ça fait partie de cette étape-là du développement des ados. Ils ont besoin de créer leur petit cocon. C'est pour ça qu'ils sont à risque. Parce qu'ils créent leur identité autour de leur père, pas IRS, et non pas des adultes. Et ils créent toute une sphère d'intimité qui est séparée de vous. Donc c'est à nous de maintenant semer. Quand ils sont enfants, on peut parler de paracha, on peut juste regarder la pub et demander à sa fille, tu trouves qu'on ressemble, nous, à toutes ces femmes qu'on voit dans les pubs? Semer ces questionnements, ce regard critique, parce que ça va avoir un impact énorme quand elles seront ados et qu'elles vont intérioriser par tous les réseaux, par tous les médias, elles et ils, qu'ils sont pas suffisamment beaux, qui sont pas suffisamment intelligents, qui sont pas suffisamment à la hauteur, parce que c'est ce que les médias diffusent constamment, parce que quand on se sent pas à la hauteur, qu'est-ce qu'on fait? On consomme. Si je suis pas assez belle, je vais acheter. Je vais acheter un maquillage, je vais faire un régime, je vais faire ci.
C'est ça l'idée des pubs. On n'est jamais assez. On n'est pas assez bien, on n'est pas suffisamment bien, on n'est pas suffisamment riche, on n'est pas suffisamment. Les réseaux sociaux, c'est exactement les mêmes messages. Regardez sur Insta, sur 3 photos qui défilent, il y a une pub. Les pubs sont très bien, savent très très bien se focaliser sur la personne qui utilise l'application. Okay, moi je tombe que sur des robes et des trucs. Bon, j'achète pas de robes, je sais pas, mais il n'y a que des choses pour moi. Mon compagnon, il n'y a que des camions. Je sais pas pourquoi il y a des camions, mais il y a des camions. Ils savent se focaliser. Plus on entre de l'information, plus on sera visé au niveau des pubs et plus on aura accès à nous. Les enfants divulguent très facilement les informations en ligne. L'importance d'avoir un contrat écrit avec votre enfant pour marquer le coup du téléphone est important. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ne fais pas? Quelles sont les applications qu'on met en ligne pour bloquer certains sites? Mais même si je mets ces applications-là pour bloquer, ça ne m'épargne pas du danger. Ça ne m'épargne pas de la discussion. C'est à nous de... qu'on appelle en hébreu de médiatiser les contenus auxquels les enfants sont exposés. Qu'est-ce que tu penses de ça? Quand on a vu Squid Game, qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que tu penses de cette idée-là de tuer les gens pour finalement gagner beaucoup d'argent? Posez-leur leurs questions pour comprendre comment eux et elles interprètent après. Qu'est-ce que ça te fait de voir toujours les mêmes femmes, 1m80, toutes maigres, blondes, les cheveux lisses? Est-ce que tu te retrouves dans ça? De remettre constamment en question, d'instaurer tout le temps au sein de la maison un climat de confiance. Je peux parler de tout. On ne peut pas sécuriser nos enfants à 100%, mais au moins on peut essayer d'assurer un climat que si jamais mon enfant se fait agresser, se fait harceler, il ou elle saura venir vers moi m'en parler. Il ou elle n'aura pas peur. Votre enfant se fait harceler, d'abord et avant tout, une fois que vous avez demandé comment tu te sens, comment ça va, demandez à votre enfant qu'est-ce qu'il aurait aimé que vous fassiez. Très souvent, les enfants ont tellement peur des réactions des parents qu'ils ne disent pas. Ils nous protègent. Les enfants constamment protègent les parents. Des enfants qui sont victimes d'inceste, on leur pose la question 3 mois plus tard, une fois qu'ils ont été placés, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux rentrer à la maison. Les enfants n'ont pas les outils, même les adultes, on n'a pas les outils tout le temps d'affronter l'emprise d'une personne qui décide de manipuler, l'emprise d'une personne qui décide de violenter. Les enfants sont vraiment démunis de ça. Aujourd'hui, encore actuellement, il y a une recherche qui est en cours à l'université de Tel Aviv. Ça fait déjà 2 ans qu'elle est en cours, qui étaient victimes à leur enfance. On a compris que ça, on a beau expliquer 10 000 fois quelle stratégie utiliser pour fuir ou pour identifier les violences, l'enfant, face à un pédocriminel, face à des manipulations d'adultes en ligne ou hors ligne, il n'y peut rien. Donc à nous d'instaurer un climat de confiance avec des limites très très claires à la maison. Les limites du téléphone, combien de temps par jour je peux utiliser mon téléphone, ma tablette, peu importe. Où est-ce qu'il y a un parent, un adulte? Est-ce que vous laisserez votre enfant maintenant sortir dans la rue pendant 4 heures? Seul? J'imagine que non. Pourquoi on le fait avec le téléphone? Est-ce que de temps en temps on vient, montre-moi ce que tu fais, avec qui tu parles? À cet âge-là, vous pouvez, les enfants très souvent ils vont montrer. L'ado, c'est encore autre chose. C'est pour ça que c'est le moment. Ok? Et continuellement transmettez ce climat de confiance. Tu peux m'en parler, on n'a pas de secret entre nous. Parle-moi. Et continuellement traduisez, interprétez pour les enfants les contenus auxquels ils sont exposés. Que ce soit Netflix, que ce soit des pubs, de temps en temps, faut pas non plus les saouler 100% du temps. On marche dans la rue, on voit une pub d'une femme à torse nu, ou presque, on pose des questions.
C'est quoi le lien entre ça et yaourt? Rien que ça. Ah ouais, j'y ai pas pensé. Pourquoi le prince, il embrasse... c'est qui Blanche-Neige. Blanche-Neige, merci. Et il la sauve. Mais bah, c'est comme ça. T'as envie, toi, un jour, tu dors dans le parc et quelqu'un vient et t'embrasse? Et là, on voit, ah, non, c'est vrai, c'est bizarre. Dénormaliser ce qui a été normalisé et qui, en fait, non, n'est pas normal. Il y a des parents qui décident aussi de ne plus montrer des Disney à leurs enfants, en tout cas des Disney avant 2003, 2004, où il y a eu une certaine prise de conscience. Ce n'est pas normal de marcher dans la rue, de retrouver une femme qui dort et de lui dire, bah tiens, je vais l'embrasser. Même pas en boîte de nuit. Mais on est habitué à ça. On nous dit que quand un garçon nous tire par les couettes, ça veut dire quoi? Qu'il nous aime peut-être. Dénormaliser ça. Briser la connexion qui a été faite entre amour et violence, merci. Une association qui vous voit encore et encore sur les réseaux sociaux. Dénaturaliser ça depuis la petite enfance. Remettez ça en question. J'arrête. Voilà. J'arrête. Ça va? La conclusion? Ouais, la conclusion. On a dit un climat de confiance à la maison. On peut parler de tous les sentiments. On peut parler de tout. Même, j'ai envie de dire, chez nous à la maison, on l'a dit l'année dernière aussi, on a ce jeu de roses et d'épines. Ça veut dire que chaque soir, quand on discute, on dit, c'est quoi ta rose aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui qui t'a rendue joyeuse, qui était chouette? Et une épine, qu'est-ce qui était pas très chouette? Et comme ça, on sensibilise les enfants aussi à parler des choses qui sont moins chouettes, on va dire. Parce que comment c'était à l'école, ouais, c'était bien, et on passe à autre chose. Ouais, on n'apprend pas forcément qu'ici, on pourrait parler de tout. Instaurer un climat où on peut parler de tout, et s'il vous plaît, instaurer des limites autour de ce merveilleux outil, mais qui est une rue. C'est une rue numérique. Chaque fois, faites le parallèle. Est-ce que mon enfant va maintenant traîner 5 heures dehors seul? Non. Donc peut-être qu'il ne devrait pas traîner ici seul. Est-ce que si mon enfant sort 1 heure au parc en bas de chez moi, est-ce que de temps en temps je jette un coup d'œil ou je l'appelle ou je regarde? Ou si la réponse est oui, je fais la même chose avec ça. Mettez ça dans un espace public. Essayez de ne pas instaurer, en tout cas quand ils sont jeunes, les réseaux sociaux, l'accès, en tout cas à Internet, dans un espace privé. Histoire de ne pas s'habituer à cacher, de ne pas s'habituer à avoir ça dans son intimité. Qui est d'ailleurs tout un autre problème, des limites complètement floues entre l'intime et le public. Et aujourd'hui, si avant, il y a encore 10 ans, on voyait des victimes de réseaux sociaux où on publiait, on diffusait des images intimes des ados. Aujourd'hui, c'est les ados qui se prennent en photo ou qui se filment et qui les diffusent. On ne sait pas du tout comment faire face à ça. On n'a pas de victime claire ni d'auteur clair. On a juste des enfants devenus ados qui ne comprennent pas les limites entre ce qui est de l'ordre de l'intimité et ce qui est de l'ordre public. Voilà. Comme vous dites, c'est vrai que ça secoue un petit peu. Et la grande difficulté dans ce genre de sujet, c'est un petit peu ce qu'on a retrouvé aussi quand on a abordé les problématiques d'enfants victimes de violences et d'abus. C'est ce déni inconscient que l'on a, ce désir de vouloir imaginer que ça n'existe pas chez nous. Alors soit c'est le chez nous communautaire, soit ça va être le chez nous familial, parce que tout simplement, on n'est pas prêt à imaginer qu'un enfant que l'on côtoie au quotidien peut se retrouver confronté à des choses, comme on l'a vu, qui sont totalement inappropriées et qui, en effet, sont déstructurantes dans énormément de domaines, comme ça a été évidemment expliqué de manière excellente par Stéphanie. Alors, moi, ce que je voudrais avec vous faire, c'est comment, aujourd'hui,
on peut travailler au niveau des enfants pour leur apprendre comment être dans la gestion de ce qui, somme toute, n'est qu'un outil. Alors évidemment, on a vu cette notion de savoir qu'ils ne peuvent pas être en permanence dessus, mais si vous le voulez bien, j'aimerais revenir un petit peu en amont. On sait que dans l'univers de l'éducation, une des bases, c'est avant tout le phénomène d'exemplarité. Et là-dessus, dans tous les domaines, nos enfants nous observent, nos enfants nous voient, nos enfants nous perçoivent, et la relation que les enfants auront à l'univers et à tout ce qu'il constitue dépend essentiellement de la perception qu'ils vont avoir de cette relation que nous-mêmes avons aux choses. On ne peut pas, à un moment, émettre un point de vue sur un sujet quel qu'il soit si nous-mêmes nous ne sommes pas à minima en accord avec les mots que l'on va prononcer. Et une des raisons les plus évidentes, c'est que, de manière générale, nos paroles rentreront en contradiction avec ce que j'appellerais notre langage non verbal. On va constater qu'il y a des mots qui sortent, mais notre corps va exprimer exactement le contraire de ce que nous sommes en train de dire, parce qu'on ne peut pas, à un moment, se mentir pleinement lorsque l'on est en train d'évoquer un sujet face à des enfants. Et derrière, au fond, la problématique Internet, se joue une problématique beaucoup plus vaste, qui est le rapport au monde de la règle et au monde des limites. Quelle relation nous avons nous-mêmes en tant qu'adultes au monde des règles et au monde des limites qui ne nous sont pas imposées, mais que nous allons nous imposer nous-mêmes dans une démarche d'exigence par rapport à nous-mêmes. Alors, il est vrai que tout individu, au quotidien, est confronté à l'enjeu des limites et des cadres, de par ce que j'appellerais les nécessités de l'existence. Ça a commencé très tôt, l'univers scolaire, eh bien, nous a obligés à nous lever à une certaine heure, à faire un certain nombre de choses. Pourquoi ? Parce qu'il y a un cadre qui nous oblige et qui crée chez nous cette nécessité. Sinon, nous sommes à l'extérieur de ce cadre, nous pouvons en être sanctionnés avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Par la suite, nous allons nous retrouver dans l'univers du travail qui lui aussi crée chez nous un certain nombre d'obligations. Même si nous sommes des êtres indépendants dans le monde du travail, nous sommes obligés de nous soumettre à certaines règles, car sinon, les résultats ne seront pas au rendez-vous. La question qui se pose, elle est de savoir, lorsque ce ne sont pas des éléments extérieurs à nous-mêmes qui créent une obligation, est-ce que nous-mêmes, nous créons des obligations vis-à-vis de nous-mêmes? Quelles sont les règles que nous allons nous imposer parce que nous pensons qu'elles sont nécessaires, qu'elles sont justes et qu'elles sont structurantes au niveau de notre vie? Alors, il va y en avoir certaines qui sont minimales, ne serait-ce que les règles d'hygiène. Mais la plupart du temps, ces règles d'hygiène, on se les impose parce que sinon, il y a un mal-être, il y a quelque chose d'objectif qui va, à un moment, être généré par le non-respect de ces règles. Par contre, il y a, et c'est là où je vais rentrer de plein pied dans une vision juive des choses, il y a, à l'intérieur d'un système Torah, un certain nombre de règles que l'on peut ne pas du tout respecter et qui, a priori, ne généreront pas, en tout cas dans l'immédiat, une quelconque conséquence à l'intérieur de notre vie. Je peux manger un jambon beurre le jour de Kippour, le ciel ne me tombera pas sur la tête. Je peux ne pas du tout être à l'écoute des lois du Shabbat, et a priori, ma vie peut continuer à se conjuguer au plus que parfait. Je peux être dans la transgression de la règle, sans en vivre une quelconque forme de conséquence. Et donc, cet univers-là nous invite à réfléchir, est-ce que je fais le choix de m'approprier ces règles, de les mettre en place dans ma vie, parce que je pense qu'elles sont fondamentales, même si a priori, à l'instant T, je ne pourrais peut-être pas toujours expliquer en quoi elles sont si importantes, et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas les transgresser. Et c'est exactement la problématique qu'ont nos enfants face à l'univers d'Internet. Que ce soit les groupes WhatsApp, que ce soit TikTok, que ce soit le reste,
il ne voit pas où est le problème. Vous avez beaucoup parlé de problématiques de pornographie. Moi, je me rappelle de cet ado de 15 ans qui me disait « Mais c'est quoi le problème ?» Si vous mettez de côté l'enjeu du religieux, est-ce qu'à cet âge-là, il peut comprendre que ce qu'il est en train de voir, c'est-à-dire ces images sidérantes, vont construire chez lui une certaine vision du monde et des relations qui est totalement en rupture avec la réalité de ce que l'on est censé vivre et que ça va avoir des incidences par rapport à la suite. A priori, comme dirait l'autre, circuler, il n'y a rien à voir. C'est comme si je dis à quelqu'un, tu sais, ne pas prier tous les jours ou ne pas prendre le temps de te poser, de faire attention peut-être à ce que la loi te dit, peut avoir des incidences dans pas mal de domaines, ne serait-ce qu'au niveau de l'enjeu de la transmission de plein de choses. Pourquoi? Je ne vois pas où est le problème. Évidemment, on se rend compte que oui. Mais souvent, c'est après. Et c'est ça, au fond, j'ai l'impression, en tout cas, quand on veut aborder et inscrire une vision juive dans ce type de problématique, on a ici cette question. Est-ce que, dans l'univers familial, en dehors de ce qui a été dit, on pose des règles, on pose des cadres, est-ce que cette idée-là, que je vais exiger quelque chose par rapport à moi-même, et que ce n'est pas sans arrêt une obligation verticale, est-ce que nous allons pouvoir à un moment l'installer? Parce que qu'on le veuille ou pas, à un moment l'enfant sera seul. L'enfant sera seul, parce qu'ils sont d'abord de plus en plus seuls, ils sont seuls, ils sont à l'extérieur, ils sont seuls, pardonnez-moi, c'est pas très sympa de dire comme ça, aux toilettes. On amène, généralement l'immense majorité des gens amènent ce type d'objet avec eux, il est seul dans la salle de bain, il est seul dans le transport, il est seul, etc. Moi, l'autre jour, j'étais dans un train et j'étais halluciné de voir un ado qui pensait que personne ne le voyait, était tranquillement assis en train de regarder des images no comment. C'est-à-dire qu'il est seul, il est dans un trajet d'un endroit A à B, et au fond, il n'y a pas le regard du parent, il n'y a pas le cadre qui est là, et donc à partir de cela, il a une forme d'espace de liberté. La question est la suivante, est-ce qu'on lui a appris à un moment à avoir une attente par rapport à lui-même? Et c'est cela, au fond, qui va être, je pense en tout cas, l'enjeu majeur par rapport au reste de sa vie. Parce que la difficulté, c'est pas tant, évidemment, les problématiques de pédocriminels, de toutes ces choses-là, etc., existent. Mais derrière ça, j'aimerais que l'on sorte du factuel et qu'on essaye de réfléchir quel est le concept qui est véhiculé aujourd'hui par Internet et qui va inscrire des modèles de fonctionnement chez nos enfants. Et c'est quelque chose sur lequel je reviens de manière très récurrente. Il y a aujourd'hui une émergence de divorce chez les jeunes couples. On le voit de plus en plus. Et au fond, Internet, c'est le monde dans lequel l'enfant apprend qu'une frustration n'a plus lieu d'être. Pourquoi ? Parce que le rapport entre le désir et la réalisation de celui-ci est du domaine du immédiat. Sans rentrer dans des choses à bas de gamme. Je veux voir, allez, on va mettre Blanche-Neige de côté, parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, on est en train de s'exciter que Blanche-Neige... Ça serait intéressant, il faudrait relire un peu Bruno Bettelheim, et voir si aujourd'hui on n'est pas en train de partir un petit peu dans une forme de délire, mais c'est un deuxième problème. Parce que j'ai bien peur, et sur ça, ça serait intéressant d'en discuter, qu'on soit en train systématiquement de poser un regard dans lequel la candeur de l'enfant a totalement disparu. On oblige nos enfants à poser un regard qu'ils n'auraient même pas imaginé sur une réalité qui, je pense, n'a pas totalement traumatisé nos générations et ne nous a jamais donné envie de voir une jeune fille allongée sur un banc et lui dire « Tiens, je vais te réveiller en t'embrassant ». C'est un sacré sujet à discuter. On n'est pas le droit ici de la cancel culture, du woke, mais enfin, c'est un deuxième thème. Moi, ça me fait très peur. Je vous le dis tout de suite, ça me fait très très peur, parce qu'au fond, on est en train de nous apprendre à tout voir de manière tordue. Et à un moment, on a quand même le droit d'avoir une certaine forme, voilà, on peut relire un peu Syntex, quoi, si ça ne vous dérange pas. J'ai l'impression, mais ça sera un autre débat, c'est pour ça qu'on l'a dit tout à l'heure, je me dis qu'il faudra qu'on en discute. Je ferme cette parenthèse, mais derrière ça, c'est quoi? C'est le rapport à la frustration. Le rapport à la frustration qui n'existe plus, et on le voit de plus en plus avec les enfants qui ont difficile à gérer leur frustration. Donc oui, évidemment, j'abonde totalement sur ce qui a été dit, sur
la libre circulation de la parole à la maison, le fait qu'un enfant sache qu'on n'a jamais de problème avec lui, la seule chose avec laquelle on a un problème, c'est avec ce qu'il fait. Avec toi, j'ai pas de problème. Toi, je t'aime. Par contre, ce que tu fais, ce que tu regardes, ce que tu dis, me pose problème. Mais je ne te confonds pas avec ce que tu vois, avec ce que tu dis, avec ce que tu fais. Et ça, c'est quelque chose qui doit être entendu. C'est-à-dire, ce n'est pas une théorie que vous devez avoir, vous, en tant que parent, dans la tête. Il faut savoir le dire à l'enfant. Toi, je t'aime. Par contre, ce que tu as fait, j'aime pas du tout. Il faut qu'il entende les mots et de manière récurrente pour qu'il comprenne bien que nous sommes capables, en tant qu'adultes, de faire cette distinction entre l'acte et l'individu. Bien sûr, quelqu'un qui serait dans la récurrence d'un acte extrêmement pervers, lourd, violent, etc., à un moment, il faut se poser la question de savoir s'il n'y a pas quelque chose de plus profond qui se joue. Mais on ne parle pas de ce genre de situation. Oui, donc sur tout ça, évidemment, c'est du domaine de l'évidence. D'ailleurs, je crois que je l'avais cité une fois dans une conférence où on était ensemble, cette notion-là, on l'apprend, c'est le principe même de la Torah, de la libre circulation de la parole. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, qui est celui qui révèle la Torah, Moïse, pourquoi il arrive? Parce qu'il y a une demoiselle qui s'appelle Myriam, qui a vu son père se séparer de sa mère, parce que comme le pharaon a décidé qu'on va jeter tous les petits garçons dans le Nil, ben il a dit, ben ça ne sert à rien d'être encore en couple si c'est pour faire naître des petits garçons qui vont être jetés dans le Nil. Et Myriam qui arrive et qui dit à son père, mais t'es pire que le pharaon. Parce que le pharaon, avec lui, il n'y a plus de garçons, mais avec toi, il n'y aura même plus de filles. Et dit le texte, voyez, la Chish Mibatevi avec Achet Bat Lévi, c'est là où le texte nous dit qu'un homme de Lévi revient, reprend une fille de Lévi, c'est qui? C'est Amram qui repart avec son épouse Yocheved et tout le peuple d'Israël, ils retrouvent leur conjointe. Vous imaginez le courage de la demoiselle? C'est le père et c'est le maître. Et c'est sur une décision qui appartient au couple. Et Moshe émerge, c'est là où Moïse est conçu. Entre autres, le texte est peut-être en train de nous dire que l'émergence de la Torah, c'est parce que justement, il y avait quelqu'un qui se sentait capable de dire, parce que la posture de l'adulte laissait cette liberté de pouvoir exprimer. Et ça, c'est très important pour nous en tant qu'adultes. Les postures que l'on a, qui laissent à l'enfant cette liberté de pouvoir s'exprimer. Parce que c'est souvent la lecture qu'il a de nous qu'il va l'amener à imaginer qu'il ne peut pas parler. Je le vois en tant que rave, où beaucoup de personnes sont persuadées qu'au fond, il y a un univers de paroles qui ne peut pas être exprimé parce qu'on ne pourrait pas l'entendre. Et il y a tout un travail de déconstruction des images qui parfois nous arrange bien d'ailleurs, mais ça c'est un autre sujet, pour pouvoir permettre cela. Donc surtout ça, évidemment oui. Mais je crois que apprendre à nos enfants qu'en effet, la réalité ne sera pas toujours celle que tu veux, et qu'il y a en effet une rupture claire entre le monde du désir et le monde de la réalisation, et bienvenue au club des êtres humains normaux. Moi, mon traumatisme de l'année 2000, c'est que je n'ai pas pu être à la fois au Rio de Janeiro, à Tokyo, à Paris, à Londres, à New York et à Rodez pour fêter le passage en 2000. Techniquement parlant, à l'époque les avatars n'existaient pas, je n'ai pas pu être partout à la fois. Il a bien fallu, concrètement j'étais à côté de Bourg-en-Bresse, donc tout allait bien, concrètement, il fallait bien à un moment renoncer à quelque chose, parce que c'est comme ça. Et cette notion-là, de on peut renoncer et c'est la vie, est quelque chose qui est très difficile. La pulsion au niveau de la pornographie, on l'a tous eu à un moment d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire quand les hormones bouillonnent à 14-15 ans, elles bouillonnent pour tout le monde. Seulement, la possibilité d'avoir une réponse immédiate n'étant pas présente, la gestion des choses n'est plus la même, et donc il y a une construction intérieure qui se met en place, qui permet à l'individu par la suite de savoir gérer ce que seront ses frustrations au sens non péjoratif et non brétéché du terme. D'accord? Ce ne sera pas des frustrés. On va être des adultes qui savent ce qu'ils veulent, qu'ils savent pourquoi ils le veulent, et qui savent à un moment ce qu'ils voudraient, mais qui n'est peut-être pas nécessairement bon pour eux. Aujourd'hui, je vois de manière très intéressante ce qui est en train de se passer au niveau de l'émergence du shit chez les jeunes. C'est très intéressant ce qui se passe. Parce que derrière cela, qu'est-ce qui se joue? C'est le désir d'avoir une réponse rapide par rapport à une situation de mal-être et pour pouvoir m'en échapper le plus facilement possible. C'est-à-dire, d'ailleurs je le vois au niveau même des adultes, entre la coque et le nombre d'adultes, de jeunes adultes qui fument, 2, 3, 4, 5, 6 par jour. Et ça a des incidences, que ceux qui me racontent que non, laisse tomber, on a vu des études, c'est du n'importe quoi. Mais pourquoi? Parce que derrière cela, il y a
ce principe, je sais que ce que je vais faire va créer chez moi ce dont j'ai besoin à l'instant T, c'est quelque chose qui est du quasi instantané, au fond, why not? Et si en plus la société autour de moi, qui n'est plus capable de créer des règles parce qu'elle-même, elle n'y croit plus, a décidé de repenser la règle fonction des désirs de la majorité, à partir de là, tout va bien. Et c'est ce qu'on voit dans énormément de domaines. Au-delà de ça, le contenu Internet aujourd'hui nous pose une difficulté. C'est le monde des yels. Le monde des yels qui est en train d'arriver, dans lequel on amène l'enfant à s'interroger si véritablement je suis un garçon, je suis une fille, qu'est-ce que j'ai envie d'être? Vous parliez tout à l'heure de génération, je pense aussi un petit peu dans les générations d'avant. J'ai pas eu l'impression qu'on se levait le matin en se disant je suis quoi moi? Je suis quoi? Je suis ce que je suis. Alors est-ce qu'il y avait à un moment les problématiques d'homosexualité? Sûrement, évidemment. Mais cette forme d'inquiétude que vont avoir les enfants sur ce qu'ils sont, et on est en train de leur proposer une réflexion alors qu'ils ne sont pas du tout équipés et structurés pour comprendre même c'est quoi la question, et encore moins les enjeux. La difficulté que l'on a, c'est que tout ça circule sur la toile. Tout ça fait partie de conversations. Tout ça, c'est ce qu'ils vont retrouver à un moment dans la cour de récréation, qu'on le veuille ou pas. Donc nous, en tant que parents, qu'est-ce qu'on peut faire? Se ghettoiser n'est pas possible. Comme c'était très très bien dit tout à l'heure par Stéphanie, on regarde déjà et on commente. On est derrière l'affiche, alors on se pose la question, est-ce qu'on y ressemble? Ou est-ce qu'on est en train de dire, mais on a le droit de dire ce qu'on en pense. C'est un peu nul, pourquoi ils ont besoin sans arrêt de nous mettre des trucs comme ça? Ou alors, est-ce que tu penses vraiment que dans la vraie vie ça peut exister? C'est ces pubs où il y a des papas, des trucs, des machins, enfin des trucs voilà, incroyables. Est-ce que tu penses que dans la vraie vie ça peut exister? Faire prendre conscience à l'enfant que le film, c'est en 1h30 le résumé de journée, voire de semaines, voire d'années. Donc il y a quelque chose ici qui n'est pas dans le monde de la réalité. Comme vous l'avez dit, l'amener à s'interroger et surtout se dire « mais moi, j'en pense quoi ?» C'est-à-dire se voir comme sujet face à quelque chose que l'on me propose, sortir de cet état de léthargie contemplative face à quelque chose de fascinant, et à ce moment-là, faire, en tout cas, évidemment, et c'est, je pense, mon propos, introduire une vision Torah sur cela. Qu'est-ce que la Torah, un petit peu, mais c'est pas inintéressant. Qu'est-ce que la Torah pense? Qu'est-ce que la Torah pense de la nudité? Qu'est-ce que la Torah pense de l'intimité? Qu'est-ce que la Torah pense de la violence au niveau des mots? Qu'est-ce que la Torah pense de la dimension de la moquerie? Qu'est-ce que la Torah pense des campagnes de Lachon Hara qui peuvent être présentes sur WhatsApp? Qu'est-ce que la Torah pense du harcèlement? Et c'est intéressant parce que nos enfants vont voir que nous avons un axe de référence. Et que nos références, elles sont là et on les pose. La grande difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est d'avoir honte de véhiculer une référence, parce que la plupart du temps, elle ne s'inscrit pas nécessairement dans ce que la société considère comme étant normal, et nous avons encore et toujours ce besoin pathétique de nous sentir validés par les systèmes qui de toute façon ne nous aimeront que si à un moment on a décidé de sacrifier l'essentiel de notre identité pour leur ressembler. Je n'ai pas besoin d'être aimé de ces systèmes. C'est pas grave. Ça ne crée pas de ghettoisation parce qu'on est dans la société. Mais quel est mon regard? Et c'est là où en effet ça va être très intéressant. Ce qui va être très intéressant, c'est de voir comment nous-mêmes nous construisons des exigences à l'intérieur de notre relation avec ce genre de choses. Quels sont les sites que l'on va voir? Quels sont les sites que l'on ne va pas voir? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des notifications de manière constante sur ce qui se passe dans le monde? La réponse, clairement, elle est non. On n'en a pas besoin. L'autre jour, je suis dans une conversation, ah, vous savez ce qui vient de se passer en Israël? Non. Mais c'est pas grave. C'est pas grave si je ne sais pas en temps réel ce qui vient de se passer. Alors bien sûr, parfois malheureusement, c'est des choses qui ne sont pas simples, mais de toute façon, c'est là que tu seras au courant. Et sur le nombre de choses qu'il faudrait éventuellement et qu'il me serait nécessaire de connaître en temps réel, est-ce que j'ai besoin? Non. Alors pourquoi oui? Moi, je suis un peu extrémiste actuellement, ça fait des mois que je ne regarde plus d'informations. Je ne regarde plus de sites d'information, je pense que je suis parfaitement au courant de ce qui se passe. Maintenant, les détails de la dernière conversation qu'a eu M. Zemmour avec je ne sais trop qui, je ne la connais pas, mais de toute façon, ça ne changera rien
à l'intérieur de ma vie, ni dans ma construction personnelle, ni dans ma relation, si ce n'est que dans les dîners en ville, éventuellement, je ne pourrais pas pérorer en répétant avec mes mots ce que d'autres journalistes ont déjà dit. C'est vrai. Voire à la limite, ça serait intéressant d'entendre ce que les gens me disent, et peut-être à ce moment-là avoir une parole peut-être vierge d'une pensée extérieure pour pouvoir réfléchir à ce que j'en pense moi. Ce qui n'est pas inintéressant au passage. Puisqu'au fond, n'ayant pas entendu le commentaire du tiers, eh bien vous êtes dans une certaine forme de virginité pour pouvoir penser par rapport à ce que l'on vous présente. Concrètement, au niveau des enfants, si nous-mêmes nous commençons à faire ce travail, évidemment que ça va avoir une incidence. Vous savez, c'est quelque chose qu'on affectionne particulièrement dans le cadre des structures qu'on développe, aussi surtout au niveau de la famille, c'est le monde de la thérapie systémique. La thérapie systémique, c'est l'univers dans lequel on se rappelle qu'on vit dans des systèmes. Et que quand on est dans un système, le mouvement que l'on opère soi-même a une incidence sur le système. Le regard que l'on porte, l'importance que l'on accorde, le temps que l'on consacre, nous, en tant qu'adultes, va avoir évidemment une incidence, pas immédiate, sinon ça serait trop beau, ça serait Alice au Pays des Merveilles, mais va être un facilitateur de pénétration de notre parole au niveau des enfants. Pourquoi ? Parce que nous sommes crédibles, parce que c'est l'expression d'une démarche intérieure et non point juste d'une technique que l'on met en place pour pouvoir obtenir ce que l'on veut des enfants. C'est une forme de conviction qui nous habite, et c'est cette conviction-là qui va donner plus d'épaisseur et de poids aux mots que l'on va prononcer, et tous ces mots qui ont été dits précédemment, sur les cadres, sur les limites, sur le commentaire, etc. Mais ça ne sera pas des techniques éducatives, ça sera l'expression de quelque chose auquel on adhère et on croit profondément, non pas dans une forme de croyance éthérée, mais dans une croyance qui s'est construite sur la base d'une analyse et d'une réflexion par rapport au sujet. Et ça, évidemment, je nous y invite. Je vous donne un exemple très simple. Samedi soir, quand on a le bonheur de ne pas voir son portable allumé pendant 25 heures, c'est-à-dire qu'on est dans une forme de diète tellement salvatrice par rapport... C'est le contraire des hôpitaux. Dans les hôpitaux, pour que les gens vivent, il faut brancher. Nous, on dit Shabbat, tu veux vivre, débranche. D'accord ? Donc, débranche et recommence à vivre. Il y a une cérémonie qui s'appelle la Havdalah. Elle n'est pas dans les secondes qui suivent Shabbat. Pourquoi ne pas décider que l'on joue les prolongations au niveau du rapport au portable et que l'on ne l'ouvre pas avant d'avoir terminé Havdalah ? Bon nombre de personnes sont là, Shabbat se termine, c'est comme la première cigarette, il me faut ma dose. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas le temps de se dire, eh bien je m'impose, pourquoi ? Et pourquoi pas ? Quand on se lève le matin, pourquoi consulter tout de suite ? Et nos enfants vont le percevoir. Ah, je dois être au courant de quoi ? Si on a besoin d'être au courant des choses, les gens nous appellent. S'il y a vraiment quelque chose que tu dois savoir, on va t'appeler, je peux te le garantir. Je peux te le garantir. Ou alors la personne n'a peut-être pas voulu t'appeler à 6h30 pour te dire qu'elle arrivera un peu en retard, mais donc elle a préféré t'envoyer. Mais ce type de cas sont rares. Le rapport au temps. Le rapport au temps, Bergson parlait de temps quantitatif et qualitatif, mais le rapport au temps que l'on consacre soi à ce genre d'outils. Vous disiez tout à l'heure, 4 heures, le professeur Lejoyeux, avec lequel on travaille régulièrement, a l'habitude de dire aux parents, mais vous allez faire quoi si un jour le portable de votre enfant tombe en panne ? Et que pendant 4 heures, maintenant, il est là comme une âme en peine, et il attend d'avoir ces adultes qui sont censés être impliqués dans l'éducation, présents à ses côtés, non pas dans 4 heures de temps, mais en tout cas qui lui propose quelque chose qui va nourrir ce temps. Et évidemment, eh bien, ce sont des choses qui sont pas simples. Ce sont des choses qui ne sont pas simples, mais qui nous demandent à nous de mettre en place une réflexion. Maintenant, et je vais conclure là-dessus avant que vous puissiez passer aux questions, moi il y a une phrase que j'aime beaucoup dans l'éducation, c'est « parce que ». Alors vous allez me dire, ça y est, on a régressé dans les années 30, pas du tout. À un moment, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas obligé de donner une notice explicative. C'est le parent, dans sa, et j'utilise des mots qui vont vous faire bondir, mais c'est pas grave, je vais les expliquer, dans sa toute puissance parentale, qui impose à l'enfant une règle. Pourquoi ? Parce qu'il est important pour l'enfant d'avoir face à lui quelque chose qui est du domaine du vertical, surtout si au niveau du dialogue, il y a une horizontalité. Si justement je suis à l'écoute de la parole de l'enfant, et quand je l'écoute, je ne suis pas en train de réfléchir à l'argument que je vais proposer contre. C'est ce qu'on est censé faire en couple. Quand je t'écoute, je ne suis pas en train de mettre en place un mot qui va aller
pour répondre à tes mots. Je suis prêt à recevoir. S'il y a cette horizontalité dans l'échange, alors la verticalité est un élément structurant pour l'enfant. Et pourquoi je ne peux pas alors que les autres, c'est le grand classique, c'est comme ça, c'est la règle ici. C'est la règle à la maison. Il y a des règles. Nous sommes dans un monde dans lequel il y a des règles. C'est la règle. Et c'est intéressant parce que si dans ce monde de règles, l'enfant voit que l'on sait transgresser d'autres règles, volontairement, quelque part il y adhère. Pourquoi? Transgresser les autres règles, c'est tout simplement un soir de semaine normale où il y a école le lendemain matin à 8h. On décide à 8h de partir avec eux le soir pour aller se promener, voir quelque chose, voir les vitrines des galeries Lafayette animées, que sais-je. C'est-à-dire un truc improbable, qui n'est pas complètement fou, mais qui met de côté les règles classiques de à 8h tout le monde est au lit le soir. On est capable de transgresser les règles. C'est-à-dire, ce n'est pas une forme d'enfermement, ce n'est pas la toute-puissance du parent. C'est le parent est là, est censé et doit mettre en place des règles. Et la conscience de la nécessité, c'est la raison pour laquelle, si de temps en temps on sait la transgresser, l'enfant voit bien que ce n'est pas là pour les enfermer, mais parce que tout simplement, pour nous, c'est quelque chose d'important et de fondamental. Et même si tu ne comprends pas maintenant, c'est pas grave. Évidemment, les enfants vont faire leur job d'enfant, vont essayer de nous user, vont essayer de nous manipuler, vont essayer de faire du chantage, vont essayer de nous menacer. Bienvenue au club d'un enfant qui en effet utilise tout ce qui est à sa disposition pour obtenir ce qu'il veut, ce qui est normal. Mazal Tov, il fait son job d'enfant. Mais nous, en tant que parents, et je conclue là-dessus, pourquoi est-ce qu'on arrive à tenir? On arrive à tenir de la même manière qu'un parent va résister aux appels désespérés de son enfant dans un magasin de produits cachers qui veut absolument qu'on lui achète une barre de chocolat et qui se roule par terre et qui hurle et qui ameute le magasin. Et c'est tout juste si on n'est pas en train de faire un signalement pour parents qui martyrisent les enfants. Mais cette maman tient le choc parce qu'elle sait que dans ce chocolat il peut y avoir de la cacahuète, des arachides, et comme son enfant est sans doute allergique aux arachides, elle ne prend pas le risque de cette consommation ponctuelle qui peut déclencher un œdème de coin, qui peut avoir des effets quand même un peu plus complexes. La conscience que l'on a de la dimension impliquante des choses est l'élément qui nous donne la force de pouvoir être dans la continuité d'une démarche, dans la continuité, dans la dimension de constance, avec de temps en temps bien sûr une parenthèse qui s'ouvre. De temps en temps justement, même dans ce domaine, allez, why not? Je t'ai dit 1 heure, bon, comme par hasard, ma montre a dû s'arrêter, donc tu as droit à des prolongations. De temps en temps, on va la montrer, allez, je sens que tu en as envie, allez, tu peux encore. Cette notion de commenter à côté, comme c'est fondamental. Et ça ne vous donnera pas dès demain des résultats, mais ça construit un univers et une atmosphère qui permettent en effet au fur et à mesure, et surtout, les enfants comme des adultes, le Mesilat Yesharim, un des livres de base de la pensée juive, qui est basé au passage sur un univers de Kabbale, nous dit que la finalité de l'être dans ce monde, c'est le Yitarneg, de tirer du plaisir. Et de manière ultime, le plaisir le plus élevé, c'est le plaisir spirituel, c'est-à-dire le plaisir d'une vie qui est porteuse de sens et dans lequel on s'inscrit à la dimension infinie de l'être. Quelles sont les sources de plaisir que nous donnons à nos enfants? Qu'est-ce qu'un enfant a besoin pour ressentir du plaisir? Je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui s'est passée un jour avec l'un de nos enfants. Alors, c'était un ami que j'aime beaucoup, qui à l'époque était jeune homme, et qui très gentiment, veille de Pessah, nous dit « Allez, je vais vous sortir les enfants dimanche après-midi, pendant qu'à la maison on était en train de récurer, etc. etc. » Très sympa. Donc il a pris les 2, il y avait 3 à l'époque, un bébé, bon, il pouvait rester à la maison, et 2 autres, et il est parti avec eux. Et bien sûr, il est parti, et il leur a fait la totale. Et il leur a fait et les manèges, et le deuxième manège, et à l'époque, il y a Rue des Rosiers, il y a encore des produits cachers, aujourd'hui beaucoup moins, et une glace, et une pizza, et un truc, et un machin, super. Et le soir, ils rentrent, et puis les enfants, bien sûr, ils étaient très heureux. Et puis, il y en a un d'entre eux, il se reconnaîtra d'ailleurs s'il écoute, qui est là et qui est en train de dire en vérité, tu sais, hein, c'était super, il nous raconte. Il dit, mais ça se voit qu'il n'a pas d'enfant. Alors on le regarde comme ça, et dit, mais il a 6 ans, hein. Il dit, parce qu'il ne sait pas qu'un enfant, même avec une chose, il est très content. Alors, il n'a pas refusé, hein, il a tout pris. Mais c'était intéressant de voir. Une chose peut générer du plaisir, à condition que tu sois capable de le faire mousser.
à condition que pour l'enfant ça ne devienne pas normal, à condition qu'on soit capable de créer autour de ça une atmosphère. Waouh! On va avoir droit à un pain au chocolat et même un croissant. Vous imaginez, c'est dimanche, c'est la fête au village. Oh, pourquoi j'ai pas eu? Sachons faire mousser, sachons leur réapprendre à ressentir du plaisir. Première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, vous l'avez lu. Réapprenons. Et c'est vrai que s'ils arrivent à redécouvrir quelque chose qui est du domaine du plaisir, ne serait-ce que dans la créativité, réapprenez-leur à faire des gâteaux avec vous. Pas laver, hein. Laver c'est nous, les parents. Eux, créent la farine, le truc, le machin, je te mélange, t'en es partout. Vous allez voir, pendant quelques heures, le portable il ne sera pas là. Ils vont découvrir qu'on peut avoir passé un moment extraordinaire, qui est en plus dans du domaine du collectif, en ayant créé quelque chose dans lequel on leur a donné un rôle, et ça les nourrit. Et ce type d'expérience, eh bien, s'introduisent à l'intérieur d'eux, et au bout d'un moment, ils savent qu'il y a un monde des possibles dans l'univers du plaisir, jusqu'au moment où ils découvriront, et là c'est ma vraie conclusion, parce que j'ai dit déjà 3 fois depuis tout à l'heure, juste au moment où ils découvriront que peut-être un des plaisirs les plus extraordinaires, c'est de réaliser qu'au fond, je suis le maître de mon existence. À l'image du cheval et du cavalier, ce n'est pas mon cheval qui dirige. De temps à autre, il m'amène sur certains sentiers, sur certains lieux, parce que le cheval est puissant, c'est mon corps. Mais c'est le cavalier qui dirige. Ce sentiment d'être celui qui dirige sa vie, même si de temps à autre, ça peut être un peu à géométrie variable, est quelque chose qui nourrit, qui équilibre et qui construit des adultes fiables qui seront capables de donner du sens à leur vie et surtout par la suite de pouvoir retransmettre ces notions à leurs propres enfants. Voilà quelques pistes de réflexion. Vous avez dit quelque chose aussi d'extrêmement concret avec Stéphanie et je pense qu'il faut vraiment essayer de le mettre en place. On a essayé ici aussi d'être dans une autre forme de concrétude et de réfléchir peut-être un petit peu sur des enjeux beaucoup plus vastes par rapport à ce sujet. Et maintenant, si vous le voulez bien, eh bien nous allons passer à vos questions. Et les questions privées, c'est des questions que vous posez au nom de votre meilleure copine ou de votre meilleur copain. Comme ça, tout va bien. Allons-y, on va dire un petit quart d'heure pour les questions. 87 personnes sur le Zoom. Donc, s'il y a des personnes qui en Zoom veulent, il y a un animateur, je pense, qui est là. S'ils veulent envoyer des questions par écrit, avec plaisir. Mais nous, on va prendre pour l'instant les questions dans la salle. S'il y en a. Si moi j'ai une question. Allez-y, je vous écoute. Moi j'ai un garçon et une fille. Un petit garçon de 5 ans et une petite fille de 5 ans. Donc vous avez 2 enfants. 2 enfants. 4 ans et 5 ans. Non, 7 ans et 5 ans. 7 ans et 5 ans, d'accord. Je ne cache pas que ça m'arrive de leur laisser le téléphone. Je leur laisse, je laisse pas plus de 30 minutes par contre. Mais ils vont jouer, alors ils regardent pas les YouTube et tout ça. Les TikTok, j'ai pas tout ça, donc ils regardent pas. Par contre, j'ai installé des jeux de leur âge, mais des jeux de voiture, de courses de voiture, de trucs, enfin des trucs de leur âge. Maintenant, ça n'a rien à voir avec ni Instagram, ni TikTok, ni tout ça, mais est-ce que du coup ça c'est pas bon non plus. Même si on reste que sur une demi-heure, ils ont vraiment, et puis ils respectent, hein, ça leur fait plaisir parce qu'ils jouent. Et à côté de ça, bon, il y a les règles, ils savent de me redonner le téléphone quand je dis stop pas. Stéphanie. Est-ce qu'ils sortent, ça leur arrive de sortir dehors pour une demi-heure? Même avec quand vous? on va faire les courses, oui. Donc une demi-heure, est-ce que vous êtes à côté d'eux? Ouais. Est-ce que ça vous arrive de leur dire montre-moi ce que tu fais, montre-moi ce jeu? Non, parce que j'entends en fait. Vu qu'il y a le son, j'entends et je les entends aussi râler quand ils perdent par exemple. Très bien. Ça serait intéressant de montrer une présence. D'accord. Montre-moi qui est contre qui, de voir s'il y a aussi un chat là-bas, pas forcément pour chercher le danger, Ouais. mais aussi pour juste rentrer dans cet univers. L'idée, c'est qu'on n'a pas envie qu'à cet âge-là, ils aient un univers qui est complètement isolé de nous, même si on entend les bruits. Ok. Juste savoir. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Explique-moi. Qu'est-ce que tu fais? C'est qui là? Contre qui tu joues?
Est-ce que tu connais cette personne contre qui tu joues? Ah, il n'y a pas de jeu de réseau, de lien. Non, il est vraiment que sur son Très jeu. bien. Mais Et un jour, vous allez pouvoir. Et un jour, il y aura ce jeu où il y a un chat. Il n'y a pas écrit jeu avec chat, mais il y a juste. C'est plus l'ordinateur, c'est plus contre l'ordinateur, mais c'est contre des personnes réelles. Instaurez l'habitude que vous faites partie de ce monde-là. Le monde des réseaux, le monde Internet et votre monde aussi, à vous. Il faut qu'ils le sachent. Alors, c'est vrai que je crois que, comment s'appelle-t-il, Stora, qui est un des premiers qui a travaillé sur ces problématiques, surtout d'addiction au jeu, lui préconisait au début, on a travaillé avec des personnes qui ont travaillé avec lui, de rentrer justement, on rentre avec l'enfant dans le jeu pour pouvoir d'abord comprendre ce qui est en train de se passer, et quand l'enfant donne une notice explicative, c'est aussi très intéressant parce qu'on l'amène parfois à réfléchir sur ce qu'il en pense. Alors parfois il y a des jeux dans lesquels, au fond, regardez, je vous pose une question. Moi pas la seule fois sans doute, malheureusement j'ai échoué d'autres fois, mais j'ai souvenir en tout cas de la fois où j'ai réagi instantanément, extrêmement fortement au niveau d'un de nos enfants, c'est qu'un jour je l'ai vu faire un croche-pied à quelqu'un, qui n'est pas tombé. Je l'ai vu voir arriver un enfant et étendre sa jambe. Ça a été radical. Pourquoi? Parce que faire tomber quelqu'un, ce n'est pas un jeu. Alors, je me suis posé la question après de savoir où il l'avait vu. J'ai compris que c'était malheureusement dans le cadre scolaire qu'il avait vu ça. Et donc, il voulait tester un petit peu ce que ça voulait dire. Mais quelque part, ce qui était très intéressant, c'est que dans ce genre de jeu, le plaisir, c'est d'avoir gagné ou d'avoir battu. Et c'est pas inintéressant de voir, est-ce que l'autre, je l'ai massacré, donc, ou alors, non, j'ai mis 4 balles. Au foot, gagner, c'est quoi? J'ai mis plus de balles que toi dans le panier. C'est-à-dire, je suis plus habile, je suis plus fort. Je suis plus fort, mais je ne t'ai pas fait tomber. C'est pas un combat de boxe. Alors que dans le combat de boxe, je dois te faire tomber par terre. Et c'est pas la même chose. Il ne faut pas oublier que ça crée, maintenant, évidemment, tant que c'est pas nécessaire, pourquoi le leur proposer? Je connais des enfants qui sont dans des familles, des garçons, des filles qui ont 13-14 ans, qui un jour m'ont dit, mais pourquoi on aurait besoin d'un portable? Alors ils sont dans un moment dans lequel quasiment tous leurs copains n'en ont pas. Et c'est des enfants construits, structurés, qui font du sport, etc. Mais on dit, mais pourquoi on en a besoin? Et c'était intéressant parce que comme à côté, ils ont des activités, ils ont plein de choses, donc d'une certaine manière, en plus le groupe, il y en a peut-être, mais c'est vraiment les fameux trucs, les Nokia, Hasra, comme on dit chez nous en yiddish. Donc, quelque part, ils n'en trouvent pas l'intérêt puisqu'ils ont tellement d'autres choses qui les nourrissent. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est le babysitter tellement facile. Et je comprends, c'est tellement plus simple. Moi, je le vois, je voyageais, maintenant je recommence à nouveau à voyager en post-Covid. Combien je voyais, à l'époque, et je le revois, dans les avions, dans les trains, les parents qui donnent à l'enfant l'écran. Pourquoi? Mais parce que l'enfant est fasciné et quelque part, il est calme. En dehors des dégâts neurologiques que ça peut créer, qui aujourd'hui sont en train vraiment d'émerger avec tout ce que ça, mais je comprends cette solution de facilité. T'asseoir avec lui, jouer avec lui, gérer les disputes entre frères et sœurs, etc., c'est un job. J'ai l'impression, à mon sens, que tant que l'enfant n'est pas dans une demande expresse, forte, au fond, c'est peut-être pas une mitzvah de le lui proposer. Ça fera de vos enfants aussi des enfants qui apprendront à lire, qui auront du plaisir à la lecture. Alors, c'est peut-être un vœu pieux, mais why not? Et après, quand ils vont commencer à y être, ça va être comme pour la chanson de Yves Duteil. Prendre un enfant par la main. Ce que vous avez dit, vous les prenez par la main et vous êtes avec eux en accompagnement. Quelque part, il va s'habituer très tôt, et cette idée de Stéphanie est fondamentale, à ce que la présence du parent dans son univers Internet est totalement légitime et normale. Circuler, il n'y a rien à voir. Comme mon portable, tous les codes d'accès sont connus de mon épouse, de tous nos enfants. Il y a un code que je ne connais pas, et il n'y a qu'un seul de mes enfants qui le connaît, c'est le code des restrictions, qui m'empêche et qui empêche l'accès à tous les contenus
interdit au moins de 18 ans. Celui-là, je ne le connais pas. Mon fils m'a dit un jour, tu sais, si tu te fatigues bien, tu peux éventuellement le trouver. Je dis, ça ne m'intéresse pas. Mais voilà, ça c'est le seul code que je ne possède pas. J'ai demandé à un autre garçon, je dis, toi tu me le mets. Pourquoi? Parce que comme j'en parle, c'est normal que je le fasse. Et quelque part, c'est quand même beaucoup plus agréable de ne pas se retrouver confronté à des images qui vous explosent de la figure et qui sont prises de tête, quoi, comme on dit un peu légèrement. Et ça aussi, ça peut être intéressant, hein, que les adultes aussi, on se le mette. Parce que le coup, non, même, je dis à l'enfant, mais moi aussi. Moi aussi. Je pense que ça serait pas inintéressant de montrer que nous aussi, on n'a rien contre. Autre question. Alors, je crois que là, il y en a beaucoup qui sont arrivés, je pense. Allez-y, à vous. Et après. Je ne sais pas si c'est. Enfin, oui, c'est une partie d'une question. On a peut-être une difficulté à gérer. Donc, on a une aînée qui a 11 ans. Et dans son environnement, toutes ses copines, TikTok, WhatsApp, les téléphones, donc nous, on a pas cédé, on a choisi de lui attribuer un téléphone parce que, notamment, elle circule le soir toute seule pour venir de la maison. Avec une navette, donc on avait besoin d'un moyen de communication pour s'assurer que tout se passe bien. Bon, alors on lui a fait le coup sympa de lui donner un Nokia d'Iahasra, et du coup il n'y a que le SMS, mais ça génère une vraie frustration parce qu'elle n'est pas dans le groupe, elle n'est pas dans le mood, elle n'est pas dans la communication. Le problème de l'exclusion, vous avez le problème de l'exclusion du groupe quand tout le monde a et que l'enfant n'a pas. Alors, du coup elle a l'impression d'avoir des parents amis, et on a du mal à accompagner ça. Stéphanie a décidé de me laisser. Alors c'est très compliqué, ça dépend de la personnalité de l'enfant. Moi je dis, j'aime pas catégorier, mais j'ai quand même catégorié. Il y a ce que j'appellerais les enfants burglaries et ceux qui, au contraire, sont burglaries trafiqués. C'est-à-dire, les vrais burglaries, c'est quoi? C'est ces manteaux où tout coule. Vous avez des enfants qui, en effet, de par leur nature, et je vois dans la même famille, hein, chez nous, j'ai vu un petit peu avec différents de nos enfants, certains, mais alors... je vis ma vie, tu penses ce que tu veux de moi, moi je suis clair, je sais ce que je veux, je fais partie du groupe et puis voilà, mais vraiment tranquille. Comme on y va, ni betou ni à l'air, moi je vais tranquillement. C'est des personnalités. Il y en a d'autres qui sont aussi charmants que les premiers, mais qui sont très très sensibles à ce que le groupe va penser d'eux. C'est-à-dire, l'idée, c'est de savoir est-ce que c'est un problème objectif ou c'est au fond le groupe et la lecture qu'il va faire d'elle, au fond, t'es nul, vous savez, dans les écoles juives religieuses, souvent ils disent sur des enfants très engagés religieusement, t'es scrogneux, d'accord? Et c'est vrai que c'est pas intéressant, amusant. Dans la mesure où l'enfant exprime la vraie raison pour laquelle il ou elle voudrait, on peut, je pense, ouvrir. C'est-à-dire dire, non mais moi je me sens pas bien parce que tout le monde se moque. Alors il faut travailler sur le fait qu'à un moment, même si les autres se moquent, il faudrait garder ses cadres. Hein. Quoi, à 15 ans, quoi, t'as pas encore embrassé, t'as pas... Non. Hein. Et à un moment, on connaît ce qui se passe dans les cours de récréation. Donc à un moment, c'est pas grave. Et voir quel est son degré de souffrance. Et dans ce cas-là, on peut dire oui, mais dire oui, c'est dire, écoute, je me rends compte que pour toi, c'est très difficile. Je n'ai pas envie que tu vives ça de cette manière, c'est la raison pour laquelle, mais évidemment, vous posez le cadre immédiatement. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas normal. Tu n'as pas besoin d'un portable. On n'en a pas besoin. Tu n'en as pas besoin. D'accord? On n'en a pas besoin. Mais, par contre, quand un enfant souffre, on est en droit de pouvoir lui dire « je n'ai pas envie, et si pour toi c'est trop difficile que les autres te regardent de cette manière, dans ce cas-là, why not ?» Mais évidemment, et là vous portez les cadres, vous posez exactement toutes les limites avec tout ce qui se passe, et puis après, on réengage une discussion, au fond, sur ce que veut dire la pression du groupe. Et comment le groupe a cette force de pouvoir à un moment t'imposer des choses et t'amener à quelque chose en te faisant souffrir parce que tu es différent. C'est quoi être différent? C'est quoi la fierté de la différence? Mais ça sera un autre cours au niveau purement... être fier dans sa différence, de l'assumer. Autre question? Je me permets de dire que c'est important aussi de savoir comment on intervient en fonction de l'âge de notre enfant. Le stade développemental de l'enfant va avoir un impact assez important sur comment on réagit. C'est pas la même chose si votre enfant avait 8 ans ou si maintenant, je sais même pas si elle est pré-ado, j'imagine que c'est carrément l'adolescence.
À l'adolescence, le groupe des pairs PAIRS est beaucoup plus important. Nous, adultes, on devient de moins en moins. Donc effectivement, s'interroger, de comprendre qu'il y a des enjeux où mon identité aussi, elle est forgée au sein de mes pairs. Elle est forgée au sein du groupe aussi. Mon identité, elle est validée ou pas aussi au sein du groupe. Et effectivement, s'interroger là-dessus. Et comme toujours, faire un grand balagan, une grosse cérémonie. Si on décide de donner un smartphone, c'est pas tiens, c'est voilà, c'est gros, il y a un contrat, on va l'écrire ensemble, on va le signer ensemble, qu'est-ce qu'on décide de mettre dans ce contrat, qu'est-ce qu'on décide de mettre, et au fur et à mesure des années, on va omettre des clauses, on va les réadapter, mais faites quelque chose de gros, comme le jour où ils ont enfin, je vais dire aussi pardon puisque vous l'avez dit tout à l'heure, enfin ils ont fait pipi aux toilettes. C'était gros, fallait vraiment faire une grosse fête pour ça, pour marquer le coup. La même chose, ce n'est pas anodin. Alors, au niveau des questions, on en a quelques-unes ici qui sont arrivées. Donc, oui, dénormaliser ce qui était normalisé, créer une ambiance de liberté d'expression, ça c'est des commentaires. Chez certains enfants, la gestion de la frustration est plus compliquée malgré les limites instaurées dans le foyer. Quelles pourraient être les méthodes pour les aider à mieux gérer leur frustration à l'instant T, par exemple sur la mise au devoir ou la fin d'un temps de jeu? Bon, ça c'est une question plus générale sur une problématique éducative. Je vais peut-être pas y répondre parce que apprendre un enfant à gérer ses frustrations, c'est d'abord accueillir la frustration, c'est-à-dire bien montrer qu'on est bien d'accord. Et ce qui est vrai, c'est-à-dire ta frustration elle est légitime. Mais comme dirait l'autre, c'est la réalité de la vie. Et c'est pas inintéressant que nous, parents, quand on est confrontés à des renoncements, qu'on soit capable de le dire à voix haute. Ah là là, qu'est-ce qu'on aurait aimé? Bon, ben c'est pas possible, c'est pas possible. Mais ça aurait été quand même super sympa. Oh là là, vraiment, j'aurais vraiment beaucoup aimé. Tiens, l'enfant il découvre, tiens, papa et maman aussi, ils ont eu des choses auxquelles ils ont dû renoncer. Comme la notion d'effort. Ils savent pas qu'on fait des efforts. Vous aimez le gâteau au chocolat de ce matin? Ah, je suis content, parce que hier soir j'étais fatigué, mais comme je sais que vous l'aimez tellement, alors j'ai dit, allez, je vais faire un effort. Alors c'était vraiment, je vais faire un effort, j'avais pas envie, et je l'ai fait, je suis content que ça vous plaise. Tiens, maman, fais des efforts, ils sont pas au courant. Et c'est-à-dire, pour la frustration, déjà qu'ils sachent que nous aussi, on a des renoncements, et parfois on aurait bien aimé, et que ça nous embête, et qu'on fait avec, ça peut permettre un petit peu plus de faire pénétrer cette notion chez eux. Autre question? Ou ça va, il y a de quoi faire. Donc, oui, allez-y. Plutôt administrative. La vidéo est disponible sur... Oui, la vidéo sera disponible. Mais où ça, on vous le dira après. Il faut que je demande à ceux qui s'en occupent, mais elle sera disponible. C'est sur Facebook? Je ne sais pas, pour l'instant, je suis pas un grand, justement, je suis pas un spécialiste. Et c'est pas genre, mais non, vraiment, je n'arrive pas à m'investir dedans. C'est pas par idéologie, c'est, je sais pas, cette idée, il y a quelque chose qui bloque. Voilà. On arrive à voir où vous investissez, et on vous en remercie. Non, mais oui, c'est gentil, mais c'est-à-dire, il n'y a pas, tu vois, ça n'a pas réussi à m'accrocher, en tout cas pas suffisamment. Je pense que je suis sûrement pas le seul. Merci pour votre présence et votre écoute. Merci pour l'organisation. Merci à toutes les personnes qui ont organisé la technique. Et à toutes les personnes qui nous ont suivis en direct, justement, grâce à la technologie. Donc, comme vous l'avez dit parfaitement, c'est un bel outil. Il faut savoir s'en servir avec intelligence. Là, il y a tout à tous. Merci.